Bien, nous allons commencer ensemble le chapitre 4 qui s'intitule L'inéluctable évolution des génomes au sein des populations. C'est-à-dire qu'on va comprendre que les génomes évoluent obligatoirement dans les populations. Alors, en introduction, vous notez que expliquer l'évolution, ça ne peut pas se faire au niveau des individus. En fait, pour comprendre l'évolution, il faut raisonner en termes de population, c'est-à-dire un ensemble d'individus capables de se reproduire au cours du temps. Une discipline qui permet de bien comprendre cette idée de dynamique évolutive, ça s'appelle la génétique des populations. Cette discipline est intéressante car elle va utiliser non pas des expériences, mais des modèles pour essayer de comprendre ce qui se passe au cours des générations dans une population étudiée. Alors on va comprendre tout ça progressivement. Grand 1, nous allons comprendre des paramètres importants concernant la génétique des populations. Donc vous allez devoir bien comprendre deux paramètres. Donc naturellement, vous copiez tout ça, puis vous faites des pauses si besoin. Ces deux paramètres sont les suivants. La fréquence génotypique, c'est quoi la fréquence génotypique dans une population? Et puis la fréquence allélique. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va travailler sur un exemple pour bien comprendre les choses. Alors, on va considérer une population d'individus. Par exemple, ici, j'ai pris une foule humaine. Donc, on pourrait dire par exemple qu'on travaille sur une île et on va considérer tous les habitants humains de cette île. D'accord? Et puis, on va juste regarder un gène. Ce qui est important dans la génétique des populations, c'est qu'à chaque fois, on travaille sur un gène et on va essayer de voir un petit peu comment les allèles passent les générations successives d'un point de vue fréquence. Et on considère que ce gène, dans cette population, possède plusieurs allèles. Alors, plutôt que de faire des humains comme ceci, on va avoir exactement la même idée, mais sous une forme très schématique. D'accord? Donc ici, voici notre schéma. On va considérer que c'est une population. Chaque carré, c'est un individu. Et on travaille sur un gène avec 4 allèles. Et ces allèles, pour une fois, j'ai pas mis des lettres. J'ai choisi de les représenter par des couleurs. Ça reste les allèles d'un gène. Alors, donc tout ça, c'est la population étudiée et un individu qui possède eh bien, des allèles. C'est naturellement, vous le savez, les individus sont diploïdes, donc les allèles portés par un individu peuvent être par exemple ici jaune et rouge. Et puis c'est ça qui est important, c'est ce qu'on va appeler le génotype de l'individu. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc pour le gène qu'on étudie, un individu peut avoir le génotype jaune-rouge, ou alors jaune-jaune, ou bleu-rouge, etc., etc. Et naturellement, en fonction de son génotype, eh bien, le phénotype peut être différent. Et c'est pour ça que, de façon schématique, vous voyez que les carrés n'ont pas la même couleur. En fonction du génotype, eh bien, on a un phénotype particulier. Alors, je vous ai dit, il faut bien comprendre deux paramètres pour bien comprendre l'évolution d'un point de vue génétique des populations. Et le premier paramètre, c'est les fréquences génotypiques. Alors, on retrouve notre même population. Et qu'est-ce que ça veut dire les fréquences génotypiques? Eh bien, lorsque vous regardez cette population, finalement, vous voyez qu'il y a des individus, par exemple celui-ci et celui-là, qui possèdent exactement le même génotype. Celui-là aussi d'ailleurs. Ici, on a aussi le génotype rouge-rouge que je vais retrouver à ce niveau-là. Donc finalement, on peut faire un classement tout simple. Dans la population considérée, eh bien, on fait des regroupements. Voilà, ici j'ai 3 individus qui possèdent le génotype jaune-jaune, 2 qui possèdent rouge-rouge, etc., etc. Eh bien, après, voilà, il n'y a plus qu'à faire un comptage et vous avez ce qu'on appelle la fréquence génotypique dans la population étudiée. Vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué dans cette histoire de fréquence génotypique. Alors, on peut l'écrire comme ceci. La fréquence génotypique dans la population que j'étudie, eh bien, j'ai 3 personnes sur 16 qui sont jaune-jaune, 2 sur 7 qui sont rouge, 2 sur 16 pardon, qui sont rouge-rouge, etc., etc. Donc, vous voyez, il ne faut pas chercher compliqué. Alors, naturellement, ici, on travaille sur une toute petite population. Il faut imaginer que ce raisonnement, on peut faire exactement la même chose sur 1000 individus, par exemple, ou 2000. Mais le raisonnement est toujours le même. Donc voilà pour la notion de fréquence génotypique.
Je reviens à notre diapo sur notre population d'études, c'est toujours la même, j'ai absolument rien changé, sauf que cette fois, on va regarder ce qu'on appelle la fréquence allélique. Alors, vous allez voir, c'est aussi peu compliqué, c'est-à-dire que cette fois, on va non pas considérer les individus en regardant leur génotype, mais on va regarder leurs allèles. Donc, hop, ce que j'ai fait, j'ai enlevé les petits carrés pour que ça soit plus simple. Donc on avait ici un individu, et puis il avait deux allèles jaunes. J'avais ici un autre individu qui avait un jaune et un rouge. Et dans cette population, eh bien, je peux compter le nombre d'allèles jaunes que j'ai, le nombre d'allèles rouges que j'ai, allèles bleus et allèles violets. Et donc voilà, hein, donc là ici je les ai rangés tout simplement dans l'ordre de comptage à peu près. Et finalement, la fréquence allélique, c'est faire un inventaire des allèles présents dans la population. Alors, si on met les chiffres, hein, ben voilà, j'ai 13 allèles rouges sur 32 allèles au total, 15 allèles jaunes sur 32, etc., etc. Donc voilà ce qu'on appelait la fréquence allélique. Donc en résumé de tout ce que je viens de dire, on a une population de départ et je regarde cette population de départ pour un gène donné, je regarde les allèles qu'il y a et puis je peux donc avoir la fréquence génotypique dans cette population que je regarde ou alors hein, je peux faire la même chose en regardant la fréquence allélique. Voilà hein, ce qu'il faut bien comprendre pour comprendre la suite du cours, la notion de fréquence génotypique et fréquence allélique. Alors, du coup, dans votre cours, vous marquez explication, voir la vidéo, parce que je pense qu'il n'y a pas plus clair que cette petite vidéo, hein, donc on va rien écrire. Et vous allez pouvoir, du coup, commencer hein, l'étape 1 de votre TP pour pouvoir appliquer ce qu'on vient de découvrir. Alors, vous allez devoir répondre à la question 1 et 2. Je vous ai proposé ici une autre population. À vous de me donner les fréquences génotypiques et alléliques. D'accord? Ça ne devrait pas trop être compliqué. Alors, on poursuit avec un problème que vous notez. Maintenant que vous avez en tête ces deux notions, eh bien l'idée, lorsqu'on s'intéresse à la génétique des populations, c'est de voir comment la structure génétique d'une population évolue au cours des générations. Alors pour que ça soit bien clair, on a ici une population qu'on est en train d'étudier, qu'on va dire que c'est la génération N, d'accord, on va l'appeler génération N, et puis elle va avoir une descendance, cette population N, suite à une reproduction entre les individus, et cette descendance, ça sera la génération N plus 1. Ce qu'on a compris, c'est qu'on peut regarder dans cette population initiale la fréquence des génotypes ou la fréquence des allèles de cette génération N. Donc ça, on peut l'étudier facilement. Et puis, la question qu'on va se poser, c'est eh bien, comment, au niveau de la descendance de cette génération N plus 1, eh bien, vont évoluer les fréquences génétiques alléliques. C'est ça, en fait, hein, le questionnement qui se pose lorsqu'on fait de la génétique de population. Comment ça évolue? Est-ce que ça évolue ou est-ce que ça reste inchangé? D'accord? Alors, on va comprendre ça et on passe au grand 2 sur le modèle d'Hardy-Weinberg. Alors Hardy-Weinberg, hein, ce sont des scientifiques qui ont élaboré un modèle, hein, j'insiste, un modèle de façon à voir un petit peu comment les fréquences alléliques et génotypiques évoluent au fil des générations dans une population d'études. Alors voici leur tête. Et puis ils ont énoncé une loi en 1908 hein, qu'on va découvrir ensemble. Alors, c'est l'étape 2 de notre TP et qu'on va travailler ensemble. Donc déjà, il faut comprendre que pour tout modèle, on a besoin d'hypothèses de départ. Un modèle, c'est pas la réalité, donc il faut le contraindre, ce modèle. Et Hardy-Weinberg, ils l'ont sacrément contraint. Ils ont dit, ok, on va travailler sur une population, mais cette population, elle doit être isolée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de personnes qui puissent sortir de la population, ou pire, de personnes qui puissent rentrer dans cette population. En gros, elle doit être complètement isolée. Donc imaginez par exemple une population qui serait sur une île avec absolument zéro communication possible. Cette population, elle aurait un effectif infini. Alors infini, ça ne veut pas dire grand-chose, mais l'idée c'est qu'il y ait énormément de mâles et de femelles dans cette population, vraiment un très grand nombre d'individus. Troisième hypothèse, au cours des générations, eh bien, il y aurait zéro mutation qui affecterait le gène qu'on sera en train d'étudier. D'accord? Stabilité des gènes, stabilité des allèles qu'on étudie. Ça, c'est la troisième contrainte. Quatrième contrainte,
pas de sélection. Alors vous le savez, la sélection naturelle, on a déjà parlé, on y reviendra, c'est le fait d'être plus ou moins avantagé. Et bien là, ils considèrent dans leur modèle qu'aucun individu n'est avantagé, c'est-à-dire que tous peuvent transmettre leurs allèles à la descendance. Même chose, c'est la même idée, il n'y a pas non plus de sélection sexuelle, c'est-à-dire que tous les mâles, toutes les femelles ont autant de chances pour se reproduire. C'est ce qu'on appelle une reproduction panmictique, c'est un mot quand même à avoir entendu une fois. Tous les individus ont autant de chances de se reproduire. Et puis, génération non emboîtée, c'est-à-dire que les descendants ne peuvent pas se reproduire avec les parents, d'accord? Alors que dans la nature, vous le savez, c'est des choses qui peuvent se faire assez facilement. Donc vous voyez que c'est des contraintes qui sont très fortes, et à partir de ces contraintes, eh bien, on va voir un petit peu ce qu'ont compris Hardy-Weinberg. Alors, on prend ici une population et on va regarder un petit peu les fréquences alléliques de cette population et les fréquences dans ces gamètes. Alors les fréquences alléliques, on en a déjà parlé. Les fréquences alléliques, si je prends cette population, eh bien je considère tous les allèles possibles et puis je les compte, d'accord? Donc j'ai pas mis de chiffres, mais on a beaucoup de jaune, la fréquence est importante, beaucoup de rouge et puis j'ai peu de fréquences de violet et de bleu. Ok, ça vous maîtrisez, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, qu'en est-il des gamètes? Eh bien, les gamètes, souvenez-vous, c'est finalement un individu. Prenons cet individu-ci, on considère qu'il est mâle, il peut être aussi femelle, la population étant immense, mâle ou femelle. Eh bien, à partir de cette cellule mère, soit le gamète va être porteur de l'allèle bleu, ou alors il va être porteur de l'allèle jaune. D'accord? Si je prends un autre individu, par exemple celui-ci, eh bien, soit l'un des gamètes va être porteur de l'allèle rouge, et l'autre gamète, à la fin d'une méiose, bien sûr, va être porteur de l'allèle rouge, etc., etc. Et du coup, vous avez compris que cette légende, cette démarche que je viens de faire, elle est vraie pour chaque individu. Donc, si je vais plus loin, eh bien, hop, je continue. Et puis, bah voilà, je vais retrouver ici, dans tous les gamètes possibles, voilà la quantité d'allèles que je vais avoir de rouge, de jaune, de violet et de bleu. Ce qui est vrai pour les individus masculins est absolument identique pour les individus féminins, puisqu'on considère que la population, elle est immense. Et ben, quand on regarde ces fréquences, on constate que la fréquence allélique de la population ici, et la fréquence au niveau des gamètes, c'est-à-dire ce que portent les gamètes d'un point de vue allèle, est exactement la même. D'accord? Donc ça, c'est important, c'est ce qu'on note. Dans une population, la fréquence des allèles de cette population est identique aussi dans les gamètes portés par cette population. Donc maintenant qu'on a cette base-là, eh bien on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. Alors, je vous laisse d'abord répondre à la question 3 en travaillant sur notre population de TP. Je pense que c'est pas trop compliqué de remplir ces urnes. D'accord, je vous laisse faire ça. Alors maintenant, on revient à cette population de départ, celle que vous avez dans votre TP, la génération N. On retrouve des individus qui possèdent donc chacun des génotypes et on va s'intéresser à la fréquence des allèles. Finalement, c'est quoi une fréquence? Une fréquence, lorsque j'ai plusieurs versions, c'est combien de fois j'ai la version 1 et combien de fois j'ai la version 2, combien de fois j'ai la version 3, c'est 3 versions. Et la totalité des fréquences, eh bien, si c'est en pourcentage, c'est égal à 100%. Ça, c'est quelque chose de basique, mathématique. Et si au lieu de le faire en pourcentage, je divise par 100, eh bien la totalité des fréquences est égale non pas à 100 mais à 1. Donc c'est un peu l'idée qu'on va travailler. On va mettre un tout petit peu de mathématiques dans notre histoire. On considère que la fréquence des allèles jaunes, on va la noter P, d'accord? Et la fréquence des allèles rouges, on va la noter Q. Donc, par exemple, ici, on a à peu près, visuellement, on a l'air d'avoir 50% de rouge et 50% de jaune. C'est un hasard, ça aurait pu être complètement différent. Et 50% plus 50%, ça fait 100%, donc on est bon. Et sauf si je décide de ne pas le faire en pourcentage, mais de diviser par 100, eh bien, P plus Q égale 1. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous avez en tête. Lorsqu'on considère un ensemble, la totalité des fréquences est égale à 1. Donc voilà,
Donc j'insiste, hein, c'est pas forcément du 50-50, on pourrait imaginer qu'on ait que 4 allèles jaunes et puis le reste de rouge, hein. Mais quoi qu'il en soit, la règle est toujours juste, P plus Q égale 1. Donc on va en avoir besoin. Alors, je vais vous demander de répondre à la question 4 de votre TP qui va être de réaliser le tableau prévisionnel de croisement de cette population. Alors, je vais vous laisser un temps de réflexion, en tout cas vous allez le prendre. Je vous rappelle ce que c'est qu'un tableau de croisement. On a ici un tableau et on va avoir deux lignes. Quelles sont les gamètes que produisent les individus masculins? Quels sont les gamètes produits par les individus féminins? Et puis quels sont ici les génotypes obtenus lors de la descendance? Donc je pense que c'est pas trop compliqué. Et une fois que vous aurez réalisé ce tableau de croisement, eh bien, on va vous demander de me donner les fréquences génotypiques. Quelles sont les fréquences génotypiques de la descendance et quelles sont les fréquences alléliques de la descendance, c'est-à-dire à chaque fois de la génération n plus 1. N'oubliez pas, lorsque vous allez mettre ici les gamètes possibles, donc les allèles possibles portés par les gamètes, eh bien qu'on a ici les fréquences. À chaque fois, la fréquence de l'allèle jaune, c'est P, la fréquence de l'allèle rouge, c'est Q. Je vous laisse essayer de me compléter ce tableau. Triturez-vous un peu les neurones pour trouver les fréquences génotypiques et alléliques. Donc ça, hop, un petit temps de réflexion personnelle. Alors naturellement, moi je vais continuer la vidéo. Faites pause et puis écoutez la correction seulement après avoir fait le travail. Sinon, ça a peu d'utilité. Alors je passe à la correction. Donc, notre population possède deux allèles pour le gène étudié, et l'allèle jaune, voici la fréquence de l'allèle jaune, P, et l'allèle rouge possède une fréquence Q. D'accord? Alors, lorsque on fait un tableau de croisement, eh bien, on prend les gamètes mâles, les gamètes femelles, et puis on fait une rencontre au hasard des gamètes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois. Et voici le tableau de croisement que vous avez, j'en suis sûr, obtenu. D'accord? Alors, on rajoute par contre les fréquences, c'est peut-être là où vous avez un petit peu bloqué. N'oubliez pas que la fréquence de l'allèle jaune, c'était P, et c'est vrai aussi bien chez les mâles que les femelles. De même, la fréquence de l'allèle rouge, eh bien, c'est Q. Du coup, les génotypes de la descendance sont ici, d'accord? Et quelles sont leurs fréquences? Donc ça, c'est des maths très simples. Donc la rencontre au hasard d'allèles qui ont une fréquence P à chaque fois, eh bien, va faire que parmi tous les descendants, eh bien, ceux qui seront porteurs du génotype jaune-jaune, leur fréquence est de P carré. Même chose, les homozygotes qui seront rouge-rouge pour le gène étudié, eh bien, l'ensemble reprendra une fréquence dans la population, donc n plus 1 de Q carré. Et puis, vous l'avez compris, ceux qui sont hétérozygotes, eh bien, finalement, ces deux-là sont PQ, c'est-à-dire que les individus hétérozygotes dans la population n plus 1, ça sera une fréquence de 2PQ. D'accord ? Donc voilà, je rappelle un petit peu le tableau de croisement. On a ici les allèles parentaux et on a les génotypes de la descendance. Voilà, alors si on reprend ces valeurs qui sont essentielles, qu'est-ce qu'on a appris d'important de ce tableau de croisement? Eh bien déjà que les fréquences génotypiques de la descendance, c'est ces valeurs-ci, P carré, 2PQ, Q carré. Voilà ce qu'on va retrouver dans la génération N plus 1, j'insiste, dans la population. Qu'en est-il des fréquences alléliques? Alors, eh bien, fréquence allélique, je dois compter à chaque fois, souvenez-vous, le nombre d'allèles dans la population. Donc, combien je vais avoir d'allèles jaunes et puis combien je vais avoir d'allèles rouges. Eh bien, regardons un petit peu les fréquences. On a ici P carré. On a P carré en fréquence d'individus qui possèdent jaune-jaune. Donc, eux, ils vont forcément donner du jaune. Et ici, on va retrouver le jaune chez des individus qui sont hétérozygotes et dont la proportion est de 2PQ. Donc cet individu hétérozygote, il va transmettre soit le rouge ou soit le jaune.
D'accord? Eh bien, ce génotype ayant une proportion dans la population de 2 PQ, eh bien, au final, hein, l'allèle jaune, il va avoir une proportion de 2 PQ divisé par 2, c'est-à-dire PQ. Donc, si on visualise un petit peu les choses, on va considérer que d'un point de vue allèle, eh bien, quelle est la fréquence des allèles dans notre population, hein, dans notre population N plus 1? Eh bien, je vais avoir P carré, hein, ça correspond à ça. Et puis, je vais avoir plus PQ, c'est-à-dire hein, 2 PQ, mais attention, sachant que j'ai du rouge ici, je dois diviser par 2. Donc, le jaune, c'est P carré plus PQ. Hein, voilà la fréquence des allèles dans la population N plus 1. Alors ça donne quoi après? C'est un petit peu de mathématiques, de plus simple possible. Donc finalement ça correspond à P facteur P plus Q. Et on a vu que P plus Q, bah, c'est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, dans la population issue du croisement, c'est-à-dire dans la génération N plus 1, eh bien, le pourcentage des allèles jaunes, c'est P. Et on va suivre exactement le même raisonnement pour l'allèle rouge. Hein, vous l'avez compris, je vais un peu plus vite. Je vais avoir une fréquence Q carré, donc ça c'est les homozygotes rouges, et puis les hétérozygotes vont transmettre aussi PQ. On refait la même simplification, et P plus Q étant égal à 1, eh bien on va retrouver Q. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça c'est important de comprendre ici. On avait ici une population de départ qu'on appelait la génération N. Au début, dans cette population, la fréquence des allèles, c'était PQ. D'accord? C'est notre point de départ de notre réflexion. Et on s'est interrogé, qu'est-ce qu'il va y avoir comme fréquence dans la population, la génération suivante, N plus 1? Eh bien, on l'a vu, d'un point de vue génotypique, hein, c'est ce que vous avez obtenu avec le tableau de croisement. Voilà les fréquences d'un point de vue génotypique. Qu'en est-il d'un point de vue allélique? Eh bien, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, la fréquence allélique dans cette population N plus 1 est exactement la même que la population de la génération N. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand cette population N plus 1 va à son tour se reproduire de la même façon, étant donné que ces fréquences jaune-rouge sont exactement la même qu'au début, eh bien, on va avoir à nouveau les mêmes fréquences génotypiques dans la génération N plus 2. Et vous avez compris ce qui se passe. Dans la génération N plus 2, eh bien, on aura à nouveau les mêmes fréquences alléliques P et Q. Et au final, on va tout le temps avoir les mêmes fréquences alléliques et les mêmes fréquences génotypiques dans le cas du modèle de Hardy-Weinberg. D'accord? Donc là, en fait, et c'est ce qu'on va marquer, on est en train de dire que dans le modèle d'Hardy-Weinberg, il n'y a absolument aucun allèle qui va pouvoir augmenter d'un point de vue fréquence, par exemple. Ou inversement, aucun allèle ne va pouvoir voir peu à peu sa fréquence diminuer. Et c'est ça qui est important dans ce modèle. Donc tout ça, c'est ce qu'on va noter. Voici l'énoncé de la loi de Hardy-Weinberg que vous notez bien. La structure génétique d'une population, mais pas n'importe quelle population, une population qui respecte les contraintes qu'on a vues, c'est-à-dire qu'elle doit être isolée, un effectif infini, panmictique, c'est-à-dire que mâles et femelles se reproduisent avec les mêmes chances, pas de mutation, pas de sélection, eh bien cette structure génétique, elle est conservée de génération en génération. Les fréquences alléliques sont tout le temps les mêmes au cours des générations. D'accord? Il n'y a pas de possibilité d'avoir une fréquence allélique qui augmente. D'accord? Et donc vous qui êtes en terminale, vous comprenez bien ce que ça veut dire derrière. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, il n'y a pas d'évolution possible. D'accord? Puisque pour qu'il y ait évolution, souvenez-vous, lorsque j'ai par exemple un allèle qui est intéressant, eh bien, il faudrait qu'il arrive à se répandre au cours du temps pour que la population soit avantagée. Eh bien, dans le cas du modèle d'Hardy-Weinberg, même si l'allèle est intéressant, il n'y a pas d'évolution. Alors maintenant qu'on a compris ça, on peut se dire, c'est bizarre cette loi, à quoi elle sert? Eh bien en réalité, elle va servir à comprendre que si on change un paramètre de Hardy-Weinberg, eh bien normalement, on devrait pouvoir observer une évolution. Tout écart aux conditions de Hardy-Weinberg doit être susceptible de modifier la structure génétique des populations, c'est-à-dire par exemple augmenter la fréquence d'un allèle ou au contraire faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins, et c'est ça ce qu'on appelle l'évolution.
Donc dans la suite de ce cours, nous allons travailler sur plusieurs exemples pour bien comprendre cette idée de si je change un paramètre du modèle d'Hardy-Weinberg, eh bien effectivement mes fréquences génétiques alléliques sont modifiées au cours des générations.